L'acte harmonisé pourrait contenir à peine de nullité le nombre d'exemplaires dans lequel il était établi, la date et l'heure de la signification, les éléments qui permettent d'identifier le demandeur, le défendeur, l'huissier de justice, l'adresse de la juridiction, les modalités de comparution, les conséquences du défaut de comparution et également des éléments sur l'aide juridictionnelle. S'agissant, pour finir, de la signification et des effets de la signification, eh bien, bon, vous ne serez pas surpris si on vous dit que l'avant-projet de directive met en avant l'huissier de justice et fait la part belle à la signification par un officier ministériel au détriment de la notification postale. Ce n'est pas uniquement les huissiers qui le disent, attention, hein. La Commission européenne a lancé des études et des organismes indépendants ont souligné l'importance en termes de sécurité juridique de la signification par un officier ministériel par rapport à la notification postale. Alors, il y aurait énormément de choses à dire. J'attire simplement votre attention sur un point parce que ça permet de faire le lien avec ce qu'on a dit hier sur l'Afrique. Dans le projet d'acte défendu par l'Union internationale des huissiers de justice, il est indiqué qu'il faudrait aider l'agent de signification à avoir des informations sur l'adresse du destinataire. Et ça, je pense que c'est vraiment un combat à mener, que ce soit en Europe ou en Afrique. Voilà ce qu'on pouvait dire très brièvement et de façon décousue, je m'en excuse, concernant cet acte introductif d'instance harmonisée et la sécurité juridique qu'on pouvait attendre à ce stade de la procédure. Je vous remercie beaucoup. Merci, Guillaume. Ici au podium. Et je vais aussi abréger mon intervention parce que tout comme vous, je commence à avoir faim. Alors, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, depuis de nombreuses années déjà, l'accès aux données constitue un atout essentiel pour l'huissier de justice pour faciliter l'exécution forcée et accroître l'efficacité de celle-ci. Il serait cependant utopique de parler de sécurité économique et de sécurité juridique sans tenir compte de la sécurité et de la protection de ces données qui sont à caractère sensible et qui sont censées toucher de près la protection de la vie privée. Alors cette protection de données doit cependant être examinée sous un double angle de vue, à savoir, premièrement, la protection et le contrôle d'accès à ces données, et deuxièmement, évidemment, la protection et la sauvegarde de ces données. Alors, au niveau de la protection et du contrôle d'accès à ces données, il faut dire qu'en Belgique, le législateur a donné à l'huissier de justice un accès à différentes bases de données pour collecter des informations concernant la situation patrimoniale du débiteur, mais le législateur a opté en même temps pour un accès strictement réglementé. Citons à titre d'exemple parmi ces bases de données les plus importantes le registre national, la Banque Carrefour des entreprises, le registre d'immatriculation des véhicules, l'Office national de sécurité sociale, l'administration du cadastre ou le fichier central des avis de saisie. Alors ce fichier central des avis de saisie est un fichier qui est géré par la Chambre nationale des huissiers de justice. Et Guillaume Payan en a touché déjà hier un petit mot. Donc il contient des informations concernant tout débiteur contre lequel une procédure d'exécution ou même une procédure conservatoire est actuellement en cours. C'est à partir de l'acte de commandement que l'huissier de justice devra déposer un avis dans ce fichier. Alors, les avis qui sont déposés dans ce fichier contiennent, outre le nom de l'huissier instrumentant, des informations telles que l'identité du créancier poursuivant, la nature et le montant de la créance, la date du commandement ou de l'acte de saisie, ainsi qu'une description succincte des biens saisis. Alors, cette base de données peut être consultée par l'huissier de justice, même sans avoir un titre judiciaire, par exemple avant l'introduction de la procédure, afin d'évaluer les chances de recouvrement et l'utilité d'une telle procédure. Il est évident que c'est la combinaison des différentes bases de données existantes qui permet à l'huissier de justice de diriger la procédure d'exécution avec efficacité et de découvrir ainsi la voie d'exécution qui serait la plus adaptée, et ce, dans l'intérêt de son client. Mais
Mais si l'huissier de justice a donné à si le législateur, a donné à l'huissier de justice cet accès à ces bases de données, il ne l'a cependant pas accordé aveuglement, mais il l'a soumis à plusieurs conditions restrictives d'accès. Tout d'abord, ce qui me semble indispensable, il faut avoir un motif légitime pour pouvoir consulter ces bases de données. Alors que pour certaines bases de données, comme par exemple le registre d'immatriculation des véhicules, là, il faut même disposer d'un titre judiciaire, sinon vous ne pouvez pas la consulter. Mais il va sans dire que l'huissier de justice, qui n'est pas en charge d'un dossier contre un certain débiteur, ne pourra jamais, ne fût-ce que par simple curiosité, éclairer la situation patrimoniale de ce dernier ou consulter toute autre base de données officielle relative à celui-ci. Alors, afin de remédier de façon préventive à tout abus, un système d'accès restrictif avec une traçabilité transparente a été instauré. C'est ainsi que tout utilisateur devra s'identifier préalablement moyennant sa carte d'identité, mais cette carte d'identité, elle devra d'abord être agréée et libérée pour l'accès par la Chambre nationale des huissiers de justice. Il est ainsi parfaitement possible, pour chaque consultation de données, de dire quel membre de l'étude a consulté à telle date et à telle heure telle donnée. Donc, en outre, l'huissier de justice ou le membre de son personnel qui ont effectué la recherche devront indiquer la référence du dossier concerné par celui-ci. Nous parlons ici d'une mesure préventive, mais il y a aussi des mesures restrictives en cas d'abus. Donc, la Chambre nationale, quant à elle, elle sert d'intermédiaire entre l'huissier de justice et certaines de ses bases de données. Donc, tout passe par les canaux de la Chambre nationale. Alors, il incombe évidemment à la Chambre nationale des huissiers de justice de garantir la protection des données et le respect de la vie privée et de procéder ainsi à des contrôles concernant un usage conforme de la consultation de ces bases de données. La Chambre nationale peut ainsi, soit de façon systématique et régulière, soit de façon aléatoire et à tout moment, obliger l'huissier de justice à se justifier quant à une ou plusieurs consultations de données bien précises. L'huissier de justice devra alors produire, selon le type de base de données consultées, soit un mandat concret pour cette affaire, soit même un titre déjà existant. Alors, en cas de non-respect de ces règles liées à la consultation des bases de données et par conséquence, en cas de violation de la protection de la vie privée, l'huissier de justice sera exposé non seulement à des peines disciplinaires, mais également, selon la gravité de la violation, à des poursuites pénales et un futur refus d'accès à ces bases de données. Alors, il va sans dire qu'un refus d'accès aux bases de données constituera pour cet huissier de justice la perte d'un instrument essentiel pour mener à bon terme la mission qui lui a été confiée. Et il ne sera plus survivre dans un système concurrentiel et à des conditions financières désastreuses. Et cela aura des conséquences financières désastreuses pour l'étude qui ne manquerait pas d'apparaître. Alors, tout brièvement, je vais terminer avec la protection et la sauvegarde des données. À côté du contrôle d'accès sur les bases de données, il va de soi que la sauvegarde de ces données joue également un rôle capital, que ce soit à l'échelon de l'étude de l'huissier de justice ou même à l'échelon de la base de données au niveau national, comme par exemple le fichier central des avis de saisie dont la Chambre nationale des huissiers de justice est le maître du fichier. Au niveau de l'étude de l'huissier de justice, une perte des données pourrait avoir un impact catastrophique et mettre en péril l'existence de celle-ci. C'est ainsi indispensable de mettre en place une stratégie de protection et de sauvegarde des données bien réfléchie qui pourra remédier à tout incident. Notons enfin qu'à l'échelon national, la Chambre nationale des huissiers de justice, en sa qualité de maître du fichier central des avis de saisie, a dû effectuer des investissements considérables pour pouvoir garantir la sauvegarde des données contenues dans ce fichier. Les conséquences juridiques de la perte des données contenues dans celui-ci seraient capitales et mettraient en péril toutes les procédures actuellement en cours. Alors permettez-moi de conclure en insistant sur le fait qu'une protection professionnelle des données, que ce soit au niveau de leur accès
ou que ce soit au niveau de leur sauvegarde est indispensable pour garantir une sécurité juridique et pour maintenir une efficacité dans l'exécution des décisions de justice. Je vous remercie. Nous sommes aux interventions notées une diversité de normes, une diversité de statuts, une diversité d'activités. Et là aussi, nous sommes d'accord pour dire que la diversité est source d'enrichissement, mais nous ajoutons que l'harmonisation que nous avons recherchée tout au long de nos interventions est source d'efficacité. Et l'efficacité, c'est ce que nous recherchons en qualité d'huissier de justice. Merci. Je vous demande de vous associer à moi pour remercier tous les intervenants pour la qualité des interventions. Nous allons passer immédiatement à la table ronde. Je voudrais appeler donc ceux qui... Speed dating means we have only 2 minutes. So maybe we can use speed dating also with regard to the answers of the participants. I'm very sorry for this, but it might be interesting also because you have to focus on the main points in that respect. So let's immediately start. Alain, the floor is yours for the first question. Merci Jos et merci à tous les participants à cette table ronde. Nous voulions savoir, et la question s'adresse en premier lieu au professeur Nathalie, est-ce que entre harmonisation et directive, quelle est la meilleure façon d'assurer la sécurité des investissements? Alors, je répondrai sur le mode speed dating en rendant hommage finalement aux rencontres Afrique-Europe qui ont suscité des réflexions extrêmement intéressantes et qui ont démontré bien sûr que l'harmonisation du droit des systèmes juridiques, soit par des lois harmonisées, soit par des soft laws, c'est-à-dire des guides de bonne pratique, eh bien, constitue bien entendu un facteur clé de sécurité économique. Si on se souvient par exemple des rencontres à Yaoundé, où on a vu que l'huissier de justice à l'ère de l'économie des savoirs est acteur d'une bonne gouvernance, les rencontres du Togo avec le Code mondial qui a montré effectivement que l'harmonisation des règles, des standards, constitue un facteur clé du développement économique. Et je crois qu'on n'a pas besoin de revenir sur cet élément pour considérer que c'est un progrès, bien sûr, dans le développement économique, dans la sécurité économique et en même temps dans l'harmonisation. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première question. C'est vraiment speed dating. Juste pour embaucher dans la même trentaine que Madame le professeur, l'harmonisation constitue, à travers les directives et les recommandations, les règles de bonne pratique, vraiment un pilier fondamental pour parvenir à la sécurisation de l'investissement. À ce titre, l'OADA, depuis quelques années, en plus des actes plus forts, tant au niveau du Conseil des ministres, à prendre des décisions qui ne figurent pas, au niveau du corpus juridique de l'OADA, mais des directives, des recommandations qui sont souvent appelées
règlement en IEB. Donc je pense que c'est tout à fait exact d'insister sur ce point-là. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Sur le sujet, je dirais deux choses. Bien évidemment, il est absolument nécessaire d'avoir un cadre juridique moderne, professionnel, efficace pour non seulement sécuriser les investissements, mais les attirer dans un premier temps. Première chose. La deuxième chose, c'est que d'avoir un cadre juridique efficace, moderne, c'est une chose. Encore faut-il que les acteurs dans ce cadre soient à la hauteur de la tâche, ce qui m'amène tout de suite à mettre le point sur un autre point absolument fondamental, c'est la formation. La formation joue un rôle essentiel et pour les juges, et pour les praticiens, pour les huissiers bien évidemment, et d'autres acteurs de la vie professionnelle juridique. D'abord, je dois dire que c'est bien la première fois que je suis en Afrique depuis que je ne suis plus président, je deviens président honoraire. Je dois vous dire que c'est comme rentrer à la maison, c'est comme rentrer dans la grande famille africaine et ça me fait énormément plaisir. Déjà ça. Après, on voit aussi quand même la conséquence de ne plus être président, parce que maintenant on peut remplir le trou qui tombe. Et finalement, je veux dire que pour moi c'est clair, les investissements, ça ne va jamais sans la sécurité juridique. Je l'ai dit déjà avant la crise économique, mais pendant la crise économique, c'est devenu très clair. Si on veut faire des investissements, il faut avoir la sécurité juridique. La sécurité juridique dans tous les sens. Et si je parle de huissier de justice, c'est surtout la sécurité que si on investit de l'argent, qu'on peut avoir la récolte des argents ou qu'on peut recevoir ce qu'on veut gagner avec les investissements. Et on peut faire le jugement, on peut avoir des jugements que tout le monde doit repayer ou que tout le monde a le droit d'avoir son argent, mais sans qu'une exécution efficace, sans que la profession de huissier de justice efficace, sans que la profession de huissier international est efficace, efficient, on n'arrive jamais. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir cette harmonisation dans l'exécution, qui est fort possible, beaucoup plus facile que l'harmonisation, par exemple, dans le droit de procédure. L'harmonisation dans l'exécution est beaucoup plus facile de faire, est nécessaire, et avec ça, les investissements qu'on fait partout vont être effectifs. Well, thank you, Mr. President, for the wise words, I would say. Second question is, well, we all had to suffer in the past and still, up to a certain extent, still are doing from the financial crisis. How and to what extent had this financial crisis its influence on the way that your organization was working, or were there any changes in the way the organization was working and was looking at, for instance, okay, how or should we adjust any legal means, conventions, legal rules in that respect as a consequence of the financial crisis? Maybe Professor Fritzero? Vous avez bien raison, la crise économique, la crise financière a considérablement modifié la façon dont on aborde l'exécution des contrats et des titres exécutoires. Et
Et je pense qu'il y a deux aspects simplement que je vais indiquer. Le premier aspect, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une exécution efficace est certainement nécessaire pour sauvegarder les investissements, mais qu'elle devait aussi prendre en compte la situation des débiteurs, et notamment à travers le rétablissement, le rebond, les sursis à exécution, notamment lorsque l'acheteur habite dans l'immeuble qu'il a acheté à crédit, il faut quand même lui permettre d'exercer son droit au logement. Donc il y a un autre regard à porter sur les voies d'exécution. Et je pense qu'il y a un deuxième aspect aussi qui est très important dans la crise financière et qui est en faveur des investisseurs, c'est la lutte contre la corruption. Et sur cet aspect-là, on s'est rendu compte que des voies d'exécution équitables, loyales et menées par des agents d'exécution professionnels, compétents, formés et soumis à la déontologie, c'est aussi un facteur de croissance économique parce que, évidemment, la corruption n'est pas du tout un facteur de croissance partagée et de croissance économique. Alors c'est un aspect aussi extrêmement important de modification des voies d'exécution et de contrôle des agents d'exécution. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire d'une certaine façon, dans une certaine mesure, la crise financière, parce que je pense qu'il y a eu d'autres facteurs importants dans ce développement, mais la crise financière a certainement été, on va dire, un certain catalyseur dans l'accélération de certaines adhésions de différents États à nos conventions. Et c'est vrai notamment pour certaines conventions qui ont un impact direct sur le caractère attrayant d'une juridiction d'un État par rapport à des investissements étrangers. Prenez l'exemple de l'apostille, je l'ai mentionné hier, une ancienne convention qui date de 1961. La Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, le International Finance Corporation, je ne sais pas comment on dit en français, dit qu'un État parti à la convention apostille est un État plus attrayant pour les investissements directs étrangers. Pourquoi? Parce que l'apostille supprime l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et la remplace par une seule simple formalité en une seule étape. Je pourrais vous donner plusieurs exemples où on était en contact avec des investisseurs étrangers qui étaient sur le point d'investir dans une juridiction, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, le Burundi, le Tadjikistan et d'autres, pays où l'apostille n'était pas encore en vigueur et où les investisseurs ont décidé, à cause de ça, de mettre leur argent dans un État voisin où l'apostille était en vigueur, tout simplement parce qu'ils en avaient marre, ras-le-bol, c'est le cas de le dire, de toutes les formalités et de toute la paperasserie qui venait avec la légalisation de chaque acte, document à produire à chaque fois qu'on voulait monter une société dans un pays étranger. Et je parlais notamment d'investisseurs dans le secteur hôtelier, des investisseurs qui voulaient monter des usines d'assemblage de produits, etc., qui, à cause de l'apostille, ont décidé de ne pas, à cause du manque de l'apostille, ont décidé de ne pas investir dans un pays, mais plutôt dans un autre où l'apostille était en vigueur. Donc voilà peut-être un développement où la crise financière a conduit certains dirigeants à revoir leurs copies et faire en sorte que leur pays se joigne à des instruments absolument fondamentaux en termes d'attractivité de leur pays par rapport à l'investissement étranger. Thank you. Maybe allow me one additional question, because I know that the Hague Conference is also working on the redoing of, let's say, the enforcement convention. Is this enforcement convention a consequence of the financial crisis, or is it a coincidence? Maybe you can say something more about the enforcement convention. Je pense que de ce côté-là, il y a probablement plus d'aspects de hasard, coïncidence, plutôt que d'effets directs de la crise financière. Vous savez, le projet jugement, donc là on parle d'une convention qui vise à faciliter la reconnaissance et l'exécution de jugements civils, de jugements étrangers en matière civile et commerciale. C'est une idée qui remonte à 1863
lorsque Tobias Assur, la grande figure derrière la création de la conférence de la Haye, dans son cours inaugural en tant que professeur, avait déjà cette vision d'une convention mondiale sur la reconnaissance et l'exécution du jugement en matière civile et commerciale. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant. On s'est cassé le nez une fois en essayant de le faire, ça n'a pas marché. On reprend les travaux, là ça va très très bien. On a fini les discussions au niveau des experts. À partir du mois de juin de cette année, on va passer au niveau de la négociation entre États. Et donc, je pense que en 2018 au plus tard, nous devrions avoir une nouvelle convention de la Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, qui sera alors bien évidemment aussi une autre pierre triangulaire dans la circulation des jugements, l'efficacité de cadres juridiques appropriés, sécurité juridique, éviter des procédures parallèles,